Bonjour, bonsoir à tous tout le monde, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Et alors, comme vous l'avez vu dans le titre, comme vous l'avez vu dans l'annonce sur Twitter, n'hésitez pas à vous abonner au Twitter, ça fait plaisir. Nouveau setup, alors temporaire. Alors temporaire, ça peut être temporaire plusieurs mois, hein, dans le sens où comme je l'avais dit plusieurs fois en live, en gros, j'ai entre guillemets déménagé, le temps de trouver un travail, là normalement j'ai trouvé, j'attends juste confirmation. Donc voilà, nouveau setup temporaire, il y aura sûrement des améliorations, il y aura sûrement des trucs. Donc, on va commencer par la nouvelle vidéo de Usul et Lumi, le dernier rhinocéros en date, JT et propagande de guerre, une semaine devant le 20h de France 2. Donc, vidéo un peu influencée, je trouve, par la vidéo de Mister JD. C'était une semaine ou un mois, je sais plus, devant BFM, qu'il avait fait avec Usul, justement. Donc, c'est assez rigolo. Donc, c'est parti. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler un peu d'international. C'est la lutte finale. Ah non, pas cette internationale. Ah, my bad. Est-ce que vous avez bien suivi là tout ce qui s'est passé récemment au Proche-Orient? Vous avez peut-être entendu parler d'escalade, de riposte, d'embrasement, d'opérations au sol, de missiles, mais est-ce que c'est bien clair tout ça? Ouais, Gaza, le Liban, Tsahal, le Hezbollah, le Hamas, les milices chiites, les proxys de je sais pas quoi, vous vous y retrouvez, c'est bon? Pour vous y retrouver, vous avez peut-être dû regarder de longues émissions sur Blast, des entretiens par exemple avec des spécialistes. Pour avoir quelques éléments de contexte, vous êtes peut-être allé fouiller sur la chaîne YouTube d'Arte, il y a des ressources comme ce docu sur le Liban. Contexte, pour avoir des éléments de contexte comme la nouvelle émission de Modi et Host, je me demande si c'était fait exprès ou pas spécialement. Ou celui-ci sur les ministres d'extrême droite alliés de Netanyahou. Mais la plupart des gens ne font pas ça, et on le comprend bien, c'est de l'investissement, ça demande du temps, les gens pour s'informer ils regardent la télé. Je sais qu'on entend beaucoup que les gens regardent de moins en moins la télé parce qu'ils sont sur leur téléphone, ils s'informent autrement, TikTok, je sais pas quoi, mais non c'est pas vrai, les gens ils regardent toujours la télé. Ah, les gens ils regardent toujours la télé et même quand ils s'informent sur YouTube ou sur Twitter ou sur internet en règle générale, c'est aussi par des extraits de journaux télé, c'est aussi par des relais de journaux traditionnels, le Parisien, l'Humanité, etc. Donc il y a une partie des gens qui vraiment s'informent vraiment que par Blast, le Canard réfractaire, Dany Raz, etc., etc. Mais il y en a qui s'informent uniquement par la télé parce que ils ont connu ça toute leur vie, parce que pour eux naïvement ou pas d'ailleurs, c'est le truc de c'est la télé, c'est les médias traditionnels, donc ils savent de quoi ils parlent, je préfère leur faire confiance à eux, qui sont des vrais journalistes avec des vraies rédactions plutôt qu'à des connards sur internet. Je caricature mais vous voyez l'idée. Et il y a des gens qui s'informent un peu des deux, genre quand ils sont sur Twitter, ils voient passer les infos, de temps en temps ils regardent une petite vidéo d'influenceurs de gauche ou de droite selon leur bord, et puis le midi pendant qu'ils mangent, ils regardent la télé parce qu'elle est dans la salle de pause, etc. Le soir, ils regardent le JT pendant qu'ils mangent, ce genre de bail, quoi. Donc je pense qu'il y a un peu de tout. Et en particulier les grandes chaînes, le JT des grandes chaînes, le 20h, ça reste une source d'information essentielle pour les Français. Ça reste une source d'information et ça reste, comme je l'ai dit il y a 2 secondes, ça reste aussi un rendez-vous, en fait, pour pas mal de gens. Un rendez-vous, entre guillemets, familial. T'es là, tu manges avec la famille et puis vous regardez la télé. Ce qui est assez ironique, c'est que la plupart du temps, alors c'est bien de faire ça, de regarder la télé, enfin c'est bien ou pas, je sais pas, mais en tout cas ça peut être intéressant de regarder la télé, les JT, etc. En famille, mais si c'est juste pour dire à ton gamin qui essaye de s'intéresser en mode papa ça veut dire quoi terrorisme, papa ça veut dire quoi le truc du Liban, papa ça veut dire quoi Gaza, et que le daron il fait tu fermes ta gueule, il y a la télé, faut écouter, peut-être pas le meilleur move à faire. Au contraire, c'est intéressant si jamais t'es en mode écoute, je te donne mon niveau de lecture, après c'est que mon avis, mais renseigne-toi quand tu seras plus grand, etc. Bon après si le daron ou la daronne est en mode la Palestine c'est que des terroristes, Israël ils ont 100% raison, bon c'est pas ouf, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, le JT c'est vraiment encore et toujours un rendez-vous très important pour les Français et les Françaises. Et c'est pour ça que les journalistes de télévision ont une responsabilité particulière quand ils informent, ils le savent. Ils savent qu'ils doivent être clairs, qu'ils doivent être pédagogues et particulièrement sur les sujets internationaux souvent bien plus difficiles à appréhender pour le spectateur moyen. Ah parce que on va pas se mentir, l'international c'est le bordel. L'international, en fait c'est un serpent qui se mord la queue. On nous parle pas trop d'international parce que c'est compliqué déjà, ne serait-ce que comprendre les relations entre les pays, genre la relation de pays A avec pays B qui engendre du coup une réaction de pays C parce qu'il était allié de pays A, etc., etc. Pays D qui rentre dans la course alors qu'il n'a aucun intérêt particulier de base, sauf qu'en fait il a un commerce avec pays B, ce qui arrange pas pays C, tu vois, c'est le bordel. Donc déjà il y a ça, et ensuite il y a le fait que comme on
les habitue pas à parler de géopolitique internationale, les gens, eh ben du coup, ça les désintéresse, et comme ça les désintéresse, on leur en parle pas trop, et du coup, bah ça les désintéresse encore plus, etc., etc. Moi-même, j'avoue, la politique internationale, c'est pas un sujet que je maîtrise de ouf. J'ai quelques bases, mais c'est pas le sujet que je maîtrise le plus. D'autant plus que ça l'intéresse pas toujours, le spectateur moyen, et puis quand ça l'emmerde, il zappe. Bah oui, c'est normal. Et c'est pour ça que sur TF1, on a choisi depuis longtemps de remplir les JT de sujets plus concernants, comme on dit. Ouais, bah c'est à peu près ce que je disais dans l'idée. Et on va sur les journaux, particulièrement les JT de TF1, etc. On va préférer faire des news qui concernent le local, le typique, tu sais, le truc de il y a eu une inondation dans la Creuse. Ces gens ont tout perdu. Reportage de Émile Loupi, tu vois, genre de truc, tu vois, en mode oulala, inondation, le marché de Noël de tel endroit, etc. Parce que c'est des trucs qui concernent plus directement les gens. Donc ça va, non seulement ça va entre guillemets plus les intéresser, alors qu'on peut très bien intéresser les gens avec des sujets qu'ils maîtrisent pas. Bien au contraire, ça peut être intéressant justement de mieux comprendre le monde. Plus de pâtes aux palourdes à la carte. Pour ces habitués, habitants de la région, c'est un crève-cœur. Et voilà, c'est exactement ce que je disais, tu sais, le truc de plus de pâtes aux palourdes à la carte. It's the new. Il y a eu une sécheresse et le club de golf ne peut plus nanana, tu vois, genre, qu'est-ce qu'on s'emballe? Genre que les bobos ou les bourgeois là, ils mangent pas leurs palourdes, mais qui rejoignent l'autre là, qui est allergique au homard et qui nous fasse pas chier, s'en bat les couilles. C'est pas des vrais sujets importants, franchement. Le fait qu'on puisse pas manger de palourdes, y a pire dans la vie. Bon, par contre, sur France 2, il y a un effort, c'est le service public quand même. Et quand on analyse les JT, en principe, on choisit celui de France 2, c'est celui-ci qui va être scruté. C'est ce que j'avais fait moi-même dans un épisode de Mes chers contemporains en 2016. À l'époque, je parlais déjà de la place de l'international qui avait considérablement reculé ces dernières décennies pour laisser la place aux sujets nationaux, voire aux sujets conso. Et puisqu'aujourd'hui on va vous parler de ce qui se passe au Moyen-Orient. D'ailleurs, n'hésitez pas à le voir, hein. Mes chers contemporains sur le journalisme, je sais pas s'il est encore dispo sur YouTube, mais s'il est pas sur YouTube, vous pouvez le voir sur Dailymotion, je pense. Et vraiment, de toute façon, n'hésitez pas à aller voir Mes chers contemporains en général. En plus, va y avoir Société qui va normalement bientôt sortir, donc on a hâte de voir ce poulet. Et puis comme ça vous mettra dans le bain de ce que c'était avant la version à l'ancienne de Société. Et bien évidemment, on va commencer par évoquer les travaux les plus récents sur le sujet à propos du JT de France 2. Célia Chirol, doctorante en sociologie, a analysé du 8 au 14 janvier 2024 3 JT, celui de TF1, celui de France 2 et celui d'M6, pour voir comment ils nous parlaient de Gaza et des bombardements que la population subissait depuis alors 100 jours. Le titre de son article était éloquent, 29 secondes pour 100 jours. Vous pouvez le retrouver sur son blog, à la TV, sur ma TV. 29 secondes sur 100 jours. Alors j'espère que c'est pas 29 secondes qui parlent de Gaza sur 100 jours. Malheureusement, je crois que c'est ça, mais ce serait quand même une ignominie, quoi. Par contre, pour parler de LFI qui est soi-disant antisémite, ou de Medine qui a fait un jeu de mots qui fait toutes les 3 minutes, mais non, là c'est antisémite, là il y a du monde. Par contre, pour parler de Gaza et des horreurs qui se passent, là il y a plus personne, quoi. C'est scandaleux. La chercheuse a mesuré le temps accordé au sort des Gazaouis sur une semaine, elle a pris 20 JT. Résultat, 5 secondes sur TF1, 10 secondes sur M6 et 14 secondes pour France 2. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est juste horrible. C'est n'importe quoi. J'ai même plus les mots. Le pire, c'est pas qu'ils fassent ça qui me choque le plus. Le pire, c'est qu'ils font ça, on le met devant les yeux des gens et les gens s'en foutent. Les gens ont été tellement matrixés, on a réussi à tellement leur faire accepter cet état de fait que oui, Gaza était qu'à la terroriste, Israël gentil, tout ça. Pour certains, pas tout le monde évidemment, que il y a même plus de réaction. C'est terrible. France 2 a fait une phrase plus longue à un moment. Cette couverture de Gaza est une énième démonstration de la valeur donnée aux vies en fonction de leur existence géographique. Celle des Palestiniens n'est pas même nulle, elle est inférieure. Qu'importe même qu'elle soit journaliste ou enfantine. Le 11 janvier, France 2 va diffuser un sujet sur le bombardement russe d'un hôtel en Ukraine. Il n'a fait aucun mort, mais la chaîne va s'y attarder pendant 3 minutes, en insistant sur le nombre de blessés, parmi lesquels des journalistes. Un mois après la parution de cet article, le site Arrêt sur Image a pris la suite de Célia Chirol et a sorti un article intitulé cette fois TF1, France 2, 29 heures de JT, 5 minutes pour les Gazaouis. Le bilan était toujours le même, les Palestiniens étaient toujours absents des JT, invisibilisés. Quand ils étaient évoqués, ils étaient réduits à des chiffres. Bref, les bombardements israéliens et leurs conséquences ont peu intéressé les médias français. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit depuis des années, même quand j'étais petit. Moi, je m'en rappelle, et c'est pas pour faire le maxeur que je dis ça, c'est parce que c'est vraiment un truc que je pensais vraiment petit. Je me rappelle 2001, à l'école, on nous avait dit, oui, 1 minute de silence pour les 2 tours et tout. Alors,
Moi, pourquoi pas? Bon, déjà, rester silencieux 1 minute, c'était un enfer pour moi, mais l'idée, je la comprends. Par contre, je me disais, ok, d'accord, 1 minute de silence pour les 2 tours, effectivement, c'est terrible, la mort et tout, mais pourquoi on n'a pas fait 1 minute de silence pour cette guerre civile qui se passe dans ce pays africain? Je savais pas quel pays, hein, j'étais trop petit, je savais juste qu'il y avait une guerre civile en Afrique, qu'il y avait de la famine, qu'il y avait des trucs comme ça, et j'étais en mode, pourquoi eux, il n'y a pas d'1 minute de silence alors que les États-Unis, certes, c'est horrible, mais vas-y, c'est un pays riche qui va se relever vite, tu vois. Je l'avais pas conscientisé comme ça à l'époque, mais l'idée c'était ça. Et on va pas se mentir, si t'es blanc, ou si t'es occidentaux, si t'es blanc après, si t'es asiatique, ça dépend quel pays d'Asie, tu vois, genre la Chine ou le Japon, ouais. Mais sinon le reste, si t'es pas blanc, eh ben t'es malheur, on s'en bat les couilles. On va te faire 5 minutes sur 100 jours de JT, et encore je suis généreux. Par contre, le moindre petit bobo de Trump qui s'est fait percer l'oreille, parce que y a un connard qui l'a raté, alors là par contre ça va machin, tu vois. Typiquement le truc de l'hôtel qui viennent de dire, je dis pas hein, que faut pas en parler de cet hôtel où il y a eu des blessés, où c'est terrible, ça reste terrible, hein, je dis absolument pas le contraire, mais si tu parles de ça alors qu'il y a eu, entre guillemets, je mets des énormes guillemets, que des blessés, alors pourquoi tu ne parles pas de trucs sur le même critère, c'est-à-dire des attaques d'un envahisseur où il y a eu plus de blessés et des morts? Pourquoi là t'en parles pas? C'est parce qu'ils sont pas blancs, et c'est parce qu'en face c'est Israël. Je sais pas ce qu'ils ont avec Israël, mais je sais pas, Netanyahou il a les sextapes de tout le monde, ça, je sais pas, je comprends pas. Tout ça, on l'a documenté dans Rhinocéros. Acrimed est revenu dessus en long, en large et en travers dans son émission pour Blast 4e pouvoir. C'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui. Alors, quelle ne fut pas notre surprise quand France 2 a diffusé dans son JT du vendredi 4 octobre ce sujet, ce grand format même, sur le sort des Gazaouis. Plus de 41 000 morts, selon le Hamas. Nous avons entrepris de raconter les conditions de vie dans ce désastre et de donner un visage à certaines de ces victimes civiles. Le pire, moi je trouve, c'est bien hein, ce qu'ils ont fait France 2, en vrai de vrai, premier degré. Mais moi ce qui me casse les couilles aussi, c'est de me dire que on en est à faire bravo pour ce genre de format. On en est à applaudir pour un truc qui devrait être normal de s'intéresser à ce genre de drame. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on en est à remercier et à féliciter un truc qui devrait être du journalisme de base. Des ruines, ça on en avait déjà vu. D'ailleurs, en général, quand on parle de Gaza, c'est tout ce qu'on voit. Des images de drones qui survolent des gravats. Mais là, France 2 avait choisi de nous émouvoir avec le sort des victimes, et d'une en particulier. Tala, 10 ans. Je suis palestinienne et je vis dans la ville de Gaza. Les Gazaouis l'appellent désormais la fillette au roller. Cette histoire, ça faisait déjà 1 mois qu'elle avait fait le tour du monde. Même le Parisien et 20 minutes l'avaient évoqué dès le 5 septembre. Alors France 2 a tenté de rattraper son retard et de nous proposer d'autres témoignages, comme celui de cette grand-mère et de sa petite-fille, seule survivante d'une famille qui a été tuée par les bombes. Des enfants qui avaient 1 an, 2 ans, 5 ans, bombardés alors qu'ils étaient en train de dîner. Des innocents, ils ne peuvent pas être des combattants. La voix off nous livre tout de même la version de l'armée israélienne. Si les témoignages sont certes accablants, il faudrait pas que France 2 soit suspecté de traiter le sujet de manière trop partiale. Israël explique avoir pilonné ce quartier est de Khan Younes parce que des hommes du Hamas s'y cachaient. C'est vraiment dégueulasse leur truc de... non mais il y a peut-être des hommes du Hamas, donc on va pilonner tout le quartier, femmes, enfants, s'en bat les steaks, c'est juste horrible, ça me dégoûte, ça me dégoûte. La vieille dame assure que le père de cette orpheline n'était pas un combattant. Enfin, le sujet évoque le sort des civils toujours coincés, refoulés vers les plages, désorientés et manifestement à bout. Et puis même, j'ai envie de dire, même s'il y a vraiment des combattants, genre pour un combattant, tu es prêt à tuer 10 enfants innocents par définition, parce qu'un enfant est innocent par définition. Donc pour un possible combattant, et on n'est même pas sûr la plupart du temps hein, que ce sont des vrais combattants, pour un seul, ils sont prêts à tuer des dizaines d'enfants, de civils innocents, c'est dégueulasse. Il n'y a aucun endroit où être en sécurité. J'ai peur des Israéliens et de la mer qui va nous atteindre. Et on ne peut aller nulle part ailleurs. Voilà le genre de reportage qu'on aurait aimé voir plus tôt, et pas au bout d'1 an. D'ailleurs, pourquoi maintenant? Pourquoi il a fallu 1 an pour qu'on nous montre de Gaza autre chose que des gravats vus du ciel? Ah peut-être parce que pendant 1 an, il y a une propagande, qu'elle soit gouvernementale et médiatique, tellement forte, tellement à charge contre toute personne qui osait aller demander un cessez-le-feu, qui osait dire non mais peut-être que on pourrait faire en sorte que personne soit tué entre Israéliens et Palestiniens, tu vois peut-être. Toute personne qui demandait la liberté à la Palestine se faisait traiter d'antisémite, donc dans ce climat des
délétère, dans ce climat dégueulasse, tu peux pas du coup en tant que JT montrer l'horreur qui se passe à Gaza, sinon toi aussi tu te ferais traiter d'antisémite. Est-ce que le sujet de Gaza est devenu moins sensible maintenant que tous les regards sont tournés vers le Sud-Liban, vers le Hezbollah, vers l'Iran? Difficile à dire. En tout cas, ce sujet a été diffusé à la fin d'une semaine critique au Moyen-Orient, marquée par les missiles lancés depuis l'Iran et le début de l'invasion du Liban par Israël. Alors on s'est demandé comment le JT de France 2 avait raconté toute cette semaine justement, avec quelles images, avec quel point de vue. La vraie question qu'on s'est posée, elle est simple. Est-ce que France 2 a écouté les critiques qui lui avaient été faites pendant un an? Ou est-ce qu'encore une fois, c'est le narratif d'Israël qui s'est imposé tout naturellement? Donc voilà, on a regardé pendant une semaine le 20h de France 2, comme d'habitude, encore une fois, originalité zéro. Non mais il faut le faire ce travail. En plus, le JT de France 2, on a dit que c'était un des moins pires, donc c'est intéressant. D'autant plus que maintenant, le JT d'Anne-Sophie Lapix, il dure 1 heure. C'est la nouvelle formule de la rentrée, on a du rab. Bonsoir, bienvenue dans le 20h de France 2, 1 heure d'infos, de reportages et d'enquêtes. Dans le journal Le Monde, le directeur de l'information de France Télévisions, Alexandre Cara, explique cette décision d'allonger le journal en disant qu'il veut prendre le temps de l'information et que cela va sans doute à contre-courant d'une époque faite de raccourcis. Oh bah si il prend le temps de l'information, il va forcément parler de ce qui se passe au Liban, de ce qui se passe à Gaza, de ce que fait Israël, évidemment. Il va bien évidemment parler des détournements de fonds, du Rassemblement National, de toutes ces choses, évidemment. Évidemment, je veux dire, ça va pas être pour rajouter de la banalité sur la banalité, parce que vous vous rendez compte, il y a des restaurants qui ont plus de palourdes. I'm choqué. Il indique aussi vouloir faire plus d'enquêtes. Alors ça c'est marrant parce que c'est ce même Alexandre Cara qui avait dit qu'il fallait arrêter d'enquêter sur les personnalités politiques au moment des européennes et ce contre l'avis de la rédaction. Ouais, mais pendant les européennes, tu comprends, si jamais on avait enquêté, on se serait rendu compte du nombre de nazis au Rassemblement National et que, Bardella foutait rien, donc fatalement, on pouvait pas, quand même, faut être partial, quoi. À ce moment-là, il disait vouloir donner plus de temps au débat. Et puis c'est vrai que les enquêtes, c'est compliqué, ça fausse les comptages de temps d'antenne et tout, puis c'est des problèmes. Cette décision est arrivée après un complément d'enquête sur Jordan Bardella et juste avant des émissions prévues sur Alexis Kohler, Rachida Dati et Gabriel Attal. Oh merde, dis donc, les 3 copains de Macron. Et du coup, on n'a pas eu les enquêtes. Mais qui aurait pu prédire? Comme c'est bizarre, on n'a pas eu les enquêtes sur les copains de Manu. Me dis donc. Oh, ça doit être du hasard. C'est vraiment juste du hasard du calendrier. Hein. Vraiment, ça aurait été un autre moment, ça aurait... C'est juste, ils ont pas eu le temps depuis. Voilà, c'est tout. Mais bon, maintenant qu'ils veulent refaire des enquêtes, peut-être qu'on les aura, les compléments d'enquête sur les potes de Manu. Qui sait? Quand l'annulation de ces enquêtes a été officialisée, on pouvait aussi lire dans Le Monde la réaction de Serge Simineau, délégué du syndicat national des journalistes. Le signal envoyé par le directeur de l'information est inacceptable. Le lien que fait la direction entre le travail journalistique d'investigation et la crainte pour le débat démocratique est pour le moins incompréhensible. Une autre corrobore, cela n'est pas normal de mettre en concurrence l'enquête et le débat politique, les deux doivent cohabiter. Tout ça est donc assez contradictoire. Nous promettre plus d'enquêtes dans le JT tout en sabotant les émissions d'enquête, c'est étonnant. Étonnant. Surtout que c'est pas spécialement ce qu'on attend du JT, des enquêtes, pourquoi pas, hein, mais c'est vrai qu'on attend plus des décryptages, des cartes, des graphiques, de l'actu chaude, du reportage. Les enquêtes, elles ont leur propre émission à France Télé, un complément d'enquête, cache investigation, envoyé spécial. Est-ce que ces émissions sont en danger ? Hein? Est-ce qu'ils vont pas finir par nous dire « Oh ça va, ces émissions-là, vous en avez dans le JT des enquêtes ?» Le pire, c'est qu'ils seraient capables, à mon avis. Hein. C'est sur le moyen terme. Alors, bien sûr, comme à chaque fois qu'ils veulent défoncer des trucs d'intérêt public, ils vont pas le faire directement en mode bon allez, c'est bon là, Élise Lucet, tu dégages avec ton cache investigation, tu caches tes couilles. » Mais comme Bolloré avec Canal+, on va réduire les budgets, on va réduire les effectifs, on va réduire les moyens des émissions avec les guignols, par exemple. Et après on va faire oh mais mon dieu ça ne marche plus, mais comment ça se fait? Bon bah on est obligé de les enlever, hein. C'est pas nous qui voulons, c'est juste qu'on a tout fait pour que ça se foire, et maintenant que ça se foire, ah vous comprenez, on est obligé de les enlever. Ah bah ouais, ça pourrait être un vrai truc. Et si jamais les enquêtes elles sont dans le JT, eh bah ça fait que fatalement ils peuvent plus facilement cadrer le truc que si c'était complément d'enquête etc, qui à mon avis ont quand même plus d'indépendance. Mais revenons à notre JT de 20h. La semaine qu'on a étudiée s'est donc ouverte avec le lundi 30 septembre. Ce jour-là a été marqué par l'entrée de l'armée israélienne au Liban. Au Liban, pour la première fois, les Israéliens ont frappé au cœur de la capitale, Beyrouth. Première phrase est déjà une formulation particulière. On dirait que c'est la première fois que Beyrouth est visée par les Israéliens, alors que c'est pas du tout la première fois qu'Israël attaque le Liban. Vous verrez que de toute façon, le contexte historique, on s'en branle. Ceci dit, ces derniers jours, j'ai aussi entendu pire comme formulation. J'ai déjà entendu des trucs style des frappes se sont abattues sur la banlieue sud de Beyrouth. Et là-dedans, t'as tout. Les frappes, déjà, elles s'abattent toutes seules. La banlieue sud, alors déjà que la banlieue, on s'en branle, mais alors la banlieue de
Beyrouth, sud. Oui, alors que ça veut juste dire qu'Israël est en train de bombarder la capitale du Liban. Oui, mais tu vois, dit comme ça fait belliqueux. C'est pour ça que là, on va être attentif au vocabulaire. C'est important, le vocabulaire. Mais surtout, chez les journalistes et les gens comme ça, tu vois, faut toujours faire attention parce que là, moi, je suis en live, j'improvise ce que je dis, j'ai quelques notions en tête, tu vois, mais j'ai rien de calculé, j'ai rien de prêt là tout de suite. Alors justement, ça peut faire ressortir des tics, ça peut faire ressortir des pensées malgré moi, etc. C'est vrai. Mais c'est toujours important, par contre, de voir, surtout pour les journalistes, les mots qu'ils utilisent pour dédramatiser ou au contraire exagérer certaines choses pour aller dans leur agenda, qu'il soit politique ou journalistique, et ce qu'ils veulent montrer en fait. Ça c'est très important, faut jamais l'oublier. Ils visaient un groupe armé palestinien. Les bombardements se sont poursuivis toute la journée. Ils ont fait au moins 25 morts. Le Hezbollah, de son côté, poursuivit ses tirs de roquettes vers le nord d'Israël. Israël visait un groupe armé de Palestiniens, mais il n'est pas précisé que ce jour-là, 109 Libanais sont morts, dont des civils. Oui, bah non, elle a dit plus de 25 morts, donc techniquement, il y en a plus de 25, mais elle n'a pas donné ces chiffres-là. Tu les tiens où, ces chiffres? C'est des chiffres du Hezbollah? Non, c'était ceux de France Info le jour même. Eh ben ça colle pas. Ça colle pas parce que dans le JT, moi j'ai entendu que les frappes, elles étaient hyper précises. Une frappe d'une grande précision. Ça c'est un truc qui m'énerve parce que ça fait depuis la guerre en Irak que on se fout de la gueule de Bush, du gouvernement ricain qui faisait, même dans les guignols, on se foutait de leur gueule de oulala, frappe chirurgicale, frappe d'une grande précision. Depuis minimum les années Bush, on sait que les frappes d'une grande précision, c'est du bullshit. Tu peux pas être précis avec un missile. C'est un missile. Genre si un jour on invente des missiles qui sont tout petits et qui font qui esquivent et qui rentrent dans la maison sans exploser la maison et qui tuent une personne, juste une personne, et qui font pas de dégâts autour, là on pourra parler de grande précision. Mais si jamais ta grande précision, c'est détruire un immeuble, excuse-moi, j'appelle pas ça une grande précision. Au cœur même de Beyrouth, cible du drone israélien dans cet appartement pulvérisé, 3 membres d'un groupe palestinien, qualifiés de terroristes par Israël et les États-Unis. 109 morts, dont des civils, pour 3 Palestiniens armés. Le rendement est pas ouf. Le rendement est pas... Perso, j'ai vu mieux. C'est vrai que dit comme ça fait pas très précis. Bah oui, déjà je comprends pas. Je comprends pas, en plus ils le répètent, ils disent c'est très précis, vous allez voir. Le doute a gagné le cœur de Beyrouth, des Libanais qui craignent de plus en plus que ces frappes très précises ne soient le prélude à une prochaine incursion terrestre des forces israéliennes. Mais surtout, tu le vois, l'élément de langage de frappe très précise, frappe chirurgicale, nanana. Mais si c'était si précis que ça aurait pas fait des victimes dans les civils? Enfin, je sais pas, ça aurait pas détruit des bâtiments, des écoles, des hôpitaux, des agences AFP? Parce que oui, ça a détruit tout ça, les frappes d'Israël. Dans la propagande de guerre, si on vous parle de frappes très précises, tout ce qu'il y a à comprendre, c'est que c'est nos frappes à nous ou celles de nos alliés. C'est vieux comme la guerre en Irak et l'invention du terme frappe chirurgicale. J'en parlais tout à l'heure. Mais de toute façon, c'est toujours ça, c'est toujours ça. Mais même avant ça, je veux dire, même la propagande de guerre, des 2 guerres mondiales, c'était engagez-vous pour défendre la paix, la démocratie et tout, alors que les ennemis, c'est des méchants qui veulent détruire le monde, quoi. Je caricature, mais c'est presque ça. Et les Allemands le faisaient aussi, les Russes le faisaient aussi, les Anglais le faisaient aussi, tout le monde en fait. Tout le monde est en mode je suis pour la paix, je suis pour la démocratie, je suis pour la liberté, c'est moi qui ai raison et eux ils veulent nous empêcher de faire tout ça. L'ennemi est con, il croit que c'est moi l'ennemi alors que c'est lui l'ennemi, tu vois. Une bombe, c'est pas précis. Une bombe, ça tue les gens qu'il y a autour. Donc si on vous parle de frappe précise, on se fout de votre gueule. Mais attention, c'est pas fini. Saurez-vous débusquer vous-même le prochain élément de langage issu directement de la communication d'Israël? Allez, on essaye de trouver l'élément de langage, ça devrait pas être trop dur, mais on essaye de trouver avant qu'ils disent. Allez, petit jeu. Cet après-midi, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a exhorté Israël à s'abstenir de toute incursion au Liban, même appel de l'ONU. Et pourtant, ce soir, Maryse, une opération terrestre limitée serait imminente. Opération terrestre limitée. Moi, je dis que c'est ça. Non, mais en plus, c'est tellement gros qu'en 2 secondes, tu le vois. Opération terrestre limitée. C'est une formulation qui a été reprise par beaucoup de médias. Opération terrestre limitée. On a gagné. Je suis sûr que vous l'aviez vous aussi, évidemment. Hein. Mais c'est tellement gros. Pour dire invasion, en fait. Oui, mais ça fait mieux quand même. Ça fait vraiment, ils viennent, ils font leur truc et ils se cassent, quoi. C'est Oui. limité, c'est raisonnable. Ils font que passer, quoi. Ils font que passer quasiment. Le lendemain, mardi 1er octobre, le journal s'est ouvert sur les missiles lancés par l'Iran sur Israël. C'est très rare qu'un JT commence par un sujet international. Et quand il s'agissait des attaques contre les Libanais, le sujet n'était qu'en 5e position après d'autres reportages. Oh, pas bizarre, vous êtes en train de me dire que quand c'est Israël qui attaque le Liban, c'est 5e position, par contre quand c'est le Liban qui réplique, là c'est en première position. Je vois un pattern, je sais pas pour vous mais je vois un pattern. Et là par contre, on a de bien belles images en HD dès l'ouverture.
Jérusalem, un état d'alerte maximal. Donc, le cabinet de sécurité du gouvernement s'est même réuni dans un bunker ici à Jérusalem. C'est une première depuis le 7 octobre dernier. Ah bah peut-être que si vous aviez arrêté l'escalade de guerre et que vous aviez arrêté d'essayer de génocider tous les pays arabes autour de vous, peut-être qu'il n'y aura pas eu ce genre de problème, mais bon. Là, les images étaient très impressionnantes. Rapidement, on a eu le correspondant sur place et puis ensuite est arrivé sur le plateau Étienne Lénart, directeur adjoint de l'information de France 2. L'Iran peut dire, c'était notre réponse à l'attaque contre le Hezbollah et à la mort d'Hassan Nasrallah. Désormais, nous sommes quittes, sauf que personne n'imagine une seule seconde qu'Israël qui est engagé dans un bras de fer avec à la fois l'Iran et puis les mouvements qui le soutiennent dans la région, va en rester là. Dans cette logique, Israël n'a pas d'autre choix que de riposter. Quoi, il n'y aurait pas d'autre choix de riposter, Israël? Il pourrait ne pas riposter justement, en mode ouais bon là ça commence à être chaud, l'escalade de guerre, il m'a fait un croche-patte, du coup je lui ai tiré les cheveux, il m'a mis un chewing-gum dans les cheveux, du coup je lui ai craché dans son cartable, etc. etc. Au bout d'un moment, c'est bon, stop quoi. Il pourrait se dire ça. J'aime bien ils sont obligés de répliquer, genre ils n'ont pas le choix, les pauvres. Pourquoi ? On veut savoir, nous, pourquoi Israël doit riposter. Tous les missiles quasiment ont été interceptés, il n'y a pas eu de mort à Jérusalem ou à Tel Aviv, il y a eu un Palestinien qui a été tué en Cisjordanie, mais pourquoi ça demanderait une réponse immédiate d'Israël, une réponse violente tout de suite maintenant? Mais surtout qu'en plus, Israël, ils ont genre 3 blessés, un bâtiment qui a été un tout petit peu écharpé, je caricature mais vous voyez l'idée. Alors là, faut qu'ils génocident toute la Palestine. Par contre, la Palestine se fait défoncer leur territoire, leurs femmes, leurs enfants, leurs maris, leurs hôpitaux, leur école, etc. Là, par contre, on comprend pas pourquoi ils sont vénères. C'est fou, en fait. C'est fou à quel point on se fait gaslight en permanence, et le pire, c'est que ça passe pour plein de gens. Il n'y a que l'escalade qui est envisagée. Alors, nous, on se doute bien que oui, Israël va répondre, mais pourquoi ce mec de France 2 vient nous dire qu'il n'y a pas d'autre choix possible, que c'est comme ça? Nous, on est peut-être naïfs, hein, mais on se dit, il faudrait peut-être que ça s'arrête à un moment donné, non? En tout cas, dans le JT, ce soir-là, quasiment tous les reportages nous expliquent qu'Israël doit attaquer ses voisins. Celui-ci, par exemple, mêle des images tournées par l'armée israélienne et des images de nos journalistes français. Là, ils sont en voiture avec un agriculteur israélien qui considère qu'il faut attaquer le Liban pour se défendre du Hezbollah. Ah bah si un agriculteur le dit, c'est que il s'y connaît le gars en guerre, je veux dire. C'est quand même son truc de prédilection. Non mais en fait, il faut la même chose qu'avec Zemmour et tout, qui disent oui, les Français veulent ceci, alors qu'en fait, ils en ont juste parlé avec leur chauffeur de taxi. Cet agriculteur explique pourquoi, selon lui, Israël a raison de mener cette guerre terrestre au Liban. Vous entendez? Il frappe sur la ville de Mettoula maintenant. Il tire sur nous. Nous, on veut la paix. C'est pas Israël qui tire sur le Hezbollah, ce sont eux. Bon voilà, lui c'est un mec du coin, il dit on en a marre, faut leur péter la gueule. Bon ok. Bon, alors juste après, tu vas voir, les journalistes français sont allés à un point presse de l'armée israélienne. L'opération communication de l'armée pour dire que ce n'est pas une invasion, mais des incursions. Ces munitions ont été prises au Hezbollah lors de raids ciblés ces derniers mois. Il s'agit de finir ce travail, disent les autorités israéliennes. Et là, c'était pas mal, parce qu'ils ont quand même expliqué que l'armée ne voulait pas parler d'invasion et qu'elle voulait qu'on parle d'incursion. Et puis ensuite, on est allé retrouver celui qui a été omniprésent sur nos télévisions cette année, en particulier sur BFM TV. On vous a déjà parlé de lui, c'est Olivier Rafovitz, le porte-parole de l'armée israélienne. Il faut aller chercher les embouchures des tunnels, comme celui-ci par exemple, qui est invisible du ciel. Dans ce petit reportage, tout justifie, mais sans jamais le dire, l'invasion de l'armée israélienne au Liban. L'opération terrestre limitée. Et on est convaincu parce que là, on a vu le gars du coin qui nous dit qu'il faut y aller, on a vu les armes saisies, on a vu des images de l'armée israélienne. Enfin, c'est très convaincant. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas l'autre point de vue. T'as vu, c'est toujours bizarre, hein. On met tous les trucs pour mettre en place, pour montrer que Israël, c'est quand même des gentils. Ils veulent que la paix, après tout, même l'agriculteur l'a dit. Mais par contre, les Libanais, les Palestiniens, peut-être, leur point de vue. Non mais dans le même JT, tu sais, pour que nous, spectateurs, on se fasse notre propre avis, tu vois. Pour moi, ça devrait être ça, en fait. Idéalement, le journalisme, c'est donner les infos, expliquer les infos, et après, c'est à nous de nous faire nos avis sur les infos. Mais bon, vas-y, utopie quand tu nous tiens, quoi, malheureusement. Mais on va quand même rajouter le témoignage d'un autre habitant, et puis encore quelques images de l'armée israélienne. Mais du coup, malheureusement, on n'a pas le temps d'avoir le témoignage de Libanais ou de Palestiniens. C'est dommage, mais il n'y a plus le temps. C'est une bonne chose, tout ça. Ça aurait dû être fait depuis longtemps, car le Hezbollah nous surplombe. L'armée israélienne publie aujourd'hui ces images de bombardement des positions du Hezbollah dans le sud du Liban. Elle montre aussi ces tunnels creusés par la milice. Et pour terminer sur cette séquence, on retrouve Maryse Burgot, grand reporter, célèbre journaliste présente sur place, et vous allez voir, elle utilise bien le mot que souhaite entendre l'armée israélienne, le mot incursion.
Ces militaires israéliens doivent sécuriser 60 km de frontière avec le Liban. Il y aura donc de nombreuses incursions et de nombreux combats. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est tu regardes le JT une semaine et tu fais un jeu avec tes potes, genre à chaque fois qu'il y a certains termes, incursion, frappe chirurgicale terrestre, ce genre de trucs, tu bois un shot. Je suis sûr qu'en 2 jours, tu finis par mourir d'un coma éthylique. C'est sûr. En même temps, elle est près du front, elle a son gilet pare-balles et tout, enfin ça doit être un peu angoissant. Puis elle collabore, elle travaille avec l'armée israélienne, c'est son boulot, donc on peut comprendre, hein, c'est facile, nous, de juger évidemment depuis nos locaux. Hein. Bon, et de l'autre côté de la frontière alors, est-ce que France 2 a couvert le côté libanais? Eh bah oui, mais Ah bah je m'attends à un truc de ouf avec le Liban là. que avec des expats français. Ceux qui peuvent choisir de rester ou partir. Parce qu'ils se sont pas dit que peut-être avoir le point de vue des Libanais ce serait intéressant dans un truc qui concerne le Liban. Non mais en fait le journal TV, je comprends mieux pourquoi Thibaut Inchep dans son tweet là il était en mode courage aux Français au Liban et tout. Par contre les Libanais on s'en bat les couilles. Mais c'est fou quoi, les Libanais on s'en bat les couilles. Genre je sais pas, que tu donnes le point de vue des Français au Liban, ok pourquoi pas. Mais peut-être qu'il faudrait aussi donner le point de vue des Libanais, peut-être. Et à la fin du JT, le reportage de l'attaque iranienne sur Israël est à nouveau diffusé tel quel et on retrouve encore le même correspondant qui répète presque les mêmes choses. Et donc on continue notre semaine, on arrive au mercredi 2 octobre. Ce jour-là, 8 soldats israéliens ont été tués lors de l'incursion au sud Liban et France 2 a choisi de nous diffuser les portraits de ces soldats. Évidemment, ça n'avait pas été fait pour quelques Libanais que ce soit en début de semaine. Ah bah tiens, c'est bizarre ça que pour les Israéliens on le mette mais pas pour les Libanais. Curieux. Et je me demande s'ils avaient pas fait la même chose avec les Palestiniens, tiens. Or, selon l'État hébreu, voici leur visage. Âgés de 21-23 ans, ces soldats auraient perdu la vie dans une embuscade tendue par le Hezbollah. Ah mais après, force à leur famille, hein, à ces pauvres gars qui sont morts. Hein. Force à toutes ces personnes qui sont morts et à leurs proches, bien évidemment. Ça, c'est pas le souci. C'est pas ça le souci. C'est pas ça que je dis, moi. C'est juste pourquoi que d'un côté. En fait, moi, c'est ça qui me casse les couilles. Je dis pas qu'il faut pas dire qu'il y a eu des morts niveau Israël. C'est pas ça que je dis. C'est juste pourquoi on parle des morts niveau Israël et pas des morts libanais, palestiniens, etc. Quoi, eux, ils auraient plus de valeur que les morts palestiniens et libanais. C'est ça mon point. Rappelez-vous, on avait déjà parlé de ça l'année dernière, les soldats israéliens sont toujours très humanisés. On a droit à des portraits d'eux ou des témoignages de leur famille. Bref. Le mardi 1er octobre, la veille, on vous le rappelle, l'attaque des missiles iraniens avait fait 1 mort. Le même jour, Israël avait tué 46 Libanais. Ouais, c'est ça en fait. Bah oui, c'est ça. C'est juste que comme il y a trop de Libanais, eh bah ils peuvent pas faire un portrait sur chaque personne, ça demanderait trop de temps. En fait, c'est ça. C'est que si les Israéliens ils tuaient moins de Libanais, peut-être qu'on pourrait faire des portraits sur eux. Ça doit être ça. Non, c'est aux Israéliens qu'on consacre des reportages compatissants. On essaie de garder une vie normale. On ne peut rien faire de toute façon. Je crois qu'il est temps de régler son compte à l'Iran. Retour au Liban et à nouveau on nous parle des Français qui seront rapatriés. Et puis bien sûr, on va interviewer des Israéliens, etc. Mais on va jamais, ou très peu, interviewer des Israéliens qui sont contre la guerre, contre le gouvernement de Netanyahou et qui veulent un État à 2 États ou qui veulent juste qu'on arrête en fait de tuer des gens. Bien sûr que ça, on en aura très peu, ça bizarrement. On a quand même le droit à un reportage et enfin quelques paroles de Libanais. Alors on vous a fait une compilation d'extraits où les journalistes avertissent le spectateur qu'il doit garder son esprit critique, car il y a des opérations de communication de la part du Hezbollah, des journalistes militants, etc. Et par contre, garder l'esprit critique pour Israël, non, ça, fallait pas prévenir. C'est une dinguerie, mais c'est une dinguerie. Dans le quartier chiite de Beyrouth, pour un reportage très encadré. Elle a dit dans le quartier chiite, là, non? Dans le quartier chiite de Beyrouth. Ouais, c'est ça, elle a dit dans le quartier chiite. Pour un reportage très encadré. Nous sommes invités à filmer les décombres de cet immeuble. Une opération de communication inédite. Des accusations que nient les habitants du quartier, encouragés à témoigner. On ne peut pas stocker des missiles et des lance-missiles dans un endroit aussi peuplé de civils. Les Israéliens veulent nous tuer et nous faire partir de chez nous. Alors, c'est très bien d'indiquer au spectateur qu'il faut qu'il se méfie de ce qu'on lui montre, qu'il y a une part de propagande, de communication, bien sûr, c'est très bien, mais ça pourrait être fait dans pas mal d'autres reportages. Hein. Mais surtout, moi, j'ai envie de dire, si les journaux télé étaient vraiment totalement honnêtes, ils devraient mettre un petit encart en début de chaque journal télé en mode « Attention, n'oubliez jamais que tout peut être communication gouvernementale, propagande, etc. » même venant de nos journaux. Évidemment, ils le feront jamais, mais c'est peut-être ce qu'ils devraient faire, idéalement. Mais ce reportage qui dure 8 minutes a été consacré aux Israéliens. France 2 a choisi de nous parler des 15 derniers jours. Les 15 jours qui ont suivi l'attaque au beeper piégé par Israël. Gaza ne sera pas évoqué une seule fois, la voix off raconte les faits comme une succession d'événements sans lien. Après ce reportage, Anne-Sophie Lapix va recevoir le grand reporter Valérie Lerouge et ensemble ils vont se demander comment Israël pourrait répliquer contre l'Iran. Alors ils vont nous rassurer, Israël a du bon matos
il devrait s'en sortir. Oh bah le matos d'Israël il est pas mal, hein, t'inquiète, entre les États-Unis et l'Europe qui les aident, père, oh y a de quoi faire. Et nul doute que dans les jours qui viennent, Israël va vouloir frapper à son tour. Alors si vous aviez encore un doute sur la capacité d'Israël à obtenir du renseignement très précis et à frapper très fort jusqu'en Iran. Et n'oublie pas qu'ils frappent très précisément aussi, hein. Ils ont des renseignements très précis certes, mais ils ont aussi des frappes très précises, hein. Ça faut pas l'oublier, c'est précis et c'est pas du tout de l'invasion, hein. Qu'on n'oublie pas les termes, attention. Hein. En France, on a quand même tendance à trouver tout hyper précis dès que c'est les Israéliens, parce que je me souviens que l'opération des beepers, ils nous avaient dit waouh, coup de génie du Mossad, hyper technique, hyper précis, alors que ça avait quand même fait pas mal de victimes civiles et que j'ai quand même la conviction que si le Hezbollah avait fait la même chose, on aurait parlé de terrorisme aveugle. Ah mais c'est sûr et certain, mais d'un côté, est-ce que ça étonne quelqu'un? Bon, apparemment oui, ça étonne plein de gens, mais c'est juste dégueulasse. Vraiment, ça me dégoûte. Écoute, là ils ont dit c'est précis, les renseignements sont précis, les frappes sont précises. Oui, ils l'ont précis. Et on arrive au lendemain, le jeudi 3 octobre. Fini la une du JT, là il faudra attendre 15 minutes pour avoir un mot sur la situation dans la région. On aura évidemment un petit point sur les expats français au Liban et c'est tout. Et ça nous amène au vendredi, avec ce grand format sur Gaza qui nous avait interpellés. A noter que le vendredi, c'est animé par Laurent Delahousse et que cette fois, il aura fallu attendre une demi-heure pour avoir des nouvelles du Moyen-Orient. Oui, c'est tombé le jour de la mort de Michel Blanc, donc c'est ça qui a accaparé une bonne partie de la soirée. Grosse fatigue pour ceux qui attendaient des nouvelles du Liban. Mais en vrai, moi, condoléances à Michel Blanc, enfin aux personnes qui connaissaient Michel Blanc, à tous ses fans, etc. Vraiment, je comprends que ça puisse rendre triste. Moi, perso, j'ai aucune affection particulière pour lui. C'est pas que je l'aime bien, c'est pas que je l'aime pas, je m'en fous un peu, tu vois, genre c'est un acteur comme un autre pour moi. Et même si, à titre personnel, il y a des artistes, si jamais ils meurent, et qui sont déjà morts d'ailleurs, hein, certains, ben s'ils meurent, ça me rendrait ultra triste. J'ai quand même pas envie qu'on mette ça plus en avant que des centaines de morts, des dizaines de morts, de blessés, de destruction dans un état quoi. Genre ça veut dire quoi? Que Michel Blanc à lui tout seul, il est plus important que les dizaines de morts, centaines de morts au Liban? C'est ça? Parce que tu me diras, si jamais c'était une personne mais qui a un impact politique, genre Emmanuel Macron, Poutine, Biden, des DR comme ça qui meurent, je comprends que ce soit un sujet principal parce que sa mort peut impliquer un bouleversement dans tout le pays. Parce que pour faire des élections, ça fait un vrai bouleversement pour des millions de personnes, vraiment. Surtout pour des grandes puissances comme celles que j'ai évoquées, parce que on a tellement la main mise sur le monde sur certains points, que ce soit la France, États-Unis, Russie et tout, que si jamais le dirigeant il meurt, ça peut vraiment changer la vie de millions de personnes. Par contre, Michel Blanc, avec tout le respect que j'ai pour lui, avec tout le respect que j'ai pour ses fans, vraiment, à part rendre ses fans et ses proches tristes, et je comprends ça totalement, ça changera la vie de personne. Enfin si, ça rendra les gens tristes, mais je veux dire, ça va pas factuellement changer des hausses ou des baisses d'impôts, des guerres plus ou moins qui vont durer plus ou moins longtemps, etc., etc. Peut-être un changement de régime. Non, ça changera rien à ce niveau-là. Donc que tu l'évoques, je comprends, y a pas de souci, c'est une star, aimée par des millions de personnes, ok, d'accord. Mais il y a une différence entre l'évoquer pendant 30 secondes, une minute, et en faire la première du JT. Surtout quand, en ce moment, il se passe ce qui se passe au Liban, quoi. Donc, faut croire que tous les bronzés ne se valent pas, mais les plus patients auront quand même eu le droit à des témoignages de Libanais ce jour-là, un peu plus tard. Pourquoi seulement des familles, des petits-enfants? Il n'y a plus de soldats ici. Et puis enfin, la journaliste Stéphanie Pérez va nous donner des chiffres pour la première fois de la semaine. Oui, Israël tue beaucoup au Liban. Peut-être que les frappes ne sont pas aussi précises qu'on pourrait le croire si on regarde un peu trop le JT de France 2. C'est pas possible. Ils ont dit que les frappes étaient précises et que Israël c'était carré quoi, l'armée la plus morale du monde, donc je comprends pas. En un an au Liban, les hostilités entre le Hezbollah et Israël ont fait 1900 morts et 9400 blessés, un bilan qui s'est nettement alourdi depuis 10 jours et les bombardements israéliens sur le pays. Le bilan à faire de cette semaine, il est compliqué, il est nuancé. Bon, déjà ce qu'on note, c'est que les éléments de langage de l'armée israélienne infuse bien, hein. On parle quand même beaucoup de frappes très précises. Ouais, mais ça fait depuis le 7 octobre qu'on voit que les éléments de langage de Israël, ils sont chauds, ils ont une bonne com, ça va pour eux, tranquille. On parle d'incursion, puisque apparemment faut parler d'incursion, enfin vous avez vu, c'est compliqué tout ça. Ceci dit, quelque chose semble avoir changé. La poussière est retombée sur Gaza et au bout d'un an de massacre, il devient plus difficile à Israël de faire croire que pendant tout ce temps, il ne se livrait qu'à des frappes très ciblées, sur des cibles très précises. Et puis surtout, au bout d'un an, ça devient de plus en plus dur aux personnes de bonne foi, qui étaient vraiment pro-Israël parce qu'ils étaient choqués par les éléments du 7 octobre et tout, ce que je peux comprendre en vrai. Ça, je peux totalement l'entendre en vrai. Qu'il y avait des personnes de bonne foi après le 7 octobre qui étaient choquées, qui étaient en mode oui, Israël a le droit de se défendre. Sauf qu'au bout d'un an, les personnes de bonne foi, elles voient bien que c'est plus de la défense, que c'est de la contre-attaque, rat-attaque, et que c'est de l'invasion de territoire. Ils le voient. Et même
même les Macron et compagnie, tu vois, qui peuvent plus faire semblant qu'ils ont le cul entre deux chaises, entre leur soutien à Netanyahou, mais la population qui est de moins en moins dupe, et c'est compliqué, puis plus le temps passe, plus on a un recul sur la situation, sauf qu'au bout d'un moment, ben, à continuer la propagande de guerre pro-Israël comme ça, les gens sont de moins en moins dupes et voient qu'il y a un problème, quoi. Chose étonnante, le lundi suivant, à savoir le jour de l'anniversaire du 7 octobre, c'est aux conséquences de l'attaque que le journal de 20 h d'Anne-Sophie Lapix a choisi de consacrer un grand format. Plus de 8 minutes sur l'année d'errance du contact de France 2 à Gaza, Ramia Boudjamous. C'est son histoire que nous allons vous raconter avec les images qu'il a lui-même filmées. Ici, enfin, les Palestiniens ont des visages, des noms, des enfants. On les suit d'un déplacement à l'autre, on constate la misère, on ressent le danger. Il a fallu attendre un an, mais au moins on le voit. Mais en vrai, même s'il a fallu attendre un an, au moins, bah, on parle des Gazaouis, au moins on parle de la Palestine, au moins on fait un portrait où vraiment on les voit vraiment tels qu'ils souffrent et tels qu'ils sont. Il a fallu attendre un an, malheureusement, mais au moins une partie de la population verra que c'est pas que des dangereux terroristes du Hamas. L'armée israélienne est invisible, mais omniprésente. C'est elle qui menace, qu'on craint à chaque coin de rue. C'est elle aussi qui ordonne aux populations de se déplacer encore et encore. À Walid, Ramia Boudjamous continue de faire croire qu'il s'agit d'une aventure. Mais au fond de lui, il vit cette installation comme une souffrance de plus. Tu peux pas avoir des couches pour ton fils. Tu vois ton fils, tu as peur d'avoir des coups dans ses cheveux parce qu'il n'y a pas de shampoing, il n'y a plus rien. T'as peur, c'est ça ce qu'on appelle l'humiliation. Alors combien de morts à Gaza? On le sait toujours pas. Combien de corps sous les décombres? Tout ça, ça n'a pas encore été comptabilisé. En tout cas, on ne le saura pas ce soir-là sur France 2. Mais ce grand format valait vraiment la peine d'être vu. Aux 20 h, à 1 heure de grande écoute. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à France 2 ? Et surtout, est-ce que la chaîne entend continuer à marquer sa différence dans le traitement d'un conflit si maltraité jusque-là ? Non mais c'est horrible ce qui se passe, mais franchement j'espère que ça va continuer à changer, qu'on continuera à montrer la réalité de ce qui se passe en Palestine au Liban, parce que c'est juste trop grave quoi. Évidemment on salue l'effort, même si on a envie de demander à la rédaction de quand même rester assez vigilante sur les éléments de langage là, qu'elle continue à relayer assez mécaniquement, et particulièrement en fait quand la situation se tend entre Israël et ses nombreux ennemis, quand c'est chaud. En tout cas ce qu'on se dit au final, c'est qu'il aura quand même fallu un an pour que France 2 prenne en compte les nombreuses critiques qui ont été adressées aux médias français là-dessus. Un an et des dizaines de milliers de morts côté palestinien. On se retrouve dimanche, dans 2 semaines. Eh ben, c'était assez dur comme sujet, hein, mine de rien. Mais malheureusement, c'est toujours dur de voir ce genre de saloperie, en fait, de ce qui se passe. Mais ouais, non, mais il a quand même fallu un an, comme il l'a dit. Et puis, ce qui est d'autant plus terrible, c'est qu'il a fallu un an. Il a fallu tous ces morts. Il a fallu qu'il y ait de la désinformation sur tellement de gens, tellement de choses. Alors, je sais que là, ce que je suis en train de dire, c'est voir le verre à moitié plein. Hein. Mais au moins, au bout d'un an, on a redonné de la dignité aux Gazaouis, quoi. Aux Palestiniens, un minimum. Alors oui, il aurait mieux valu qu'au lieu de leur redonner de la dignité, qu'ils en aient toujours eu et qu'ils n'aient pas eu besoin de ça, et qu'au lieu de la dignité, bah, ils aient la vie, leur maison, etc. Mais bah, au moins c'est le minimum légal, j'ai envie de dire, et bah, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là, de vraiment montrer la vraie, la réalité de ces horreurs, quoi, tout simplement. Tout va bien.